Avec qui avons-nous été confinés ces 2 derniers mois? Eh bien, avec nos familles, notre cellule familiale restreinte, notre noyau, notre garde rapprochée, qui est devenu le centre, le noyau primordial et quotidien de nos vies. Et c'est là-dessus que nous allons nous focaliser à travers différents invités. Sachez que cette émission est encore une émission dite confinée puisque chacun des invités que je vais recevoir sera de chez lui et grâce à la technique, nous allons réaliser des miracles, à savoir avoir plusieurs intervenants. J'aborde ainsi le thème de mon émission, donc la transmission, la famille et sa transmission dans le monde moderne. Et j'aurai avec moi comme invité principal Sylvain Durin, qui est un habitué des ondes de Radio Courtoisie. Sylvain Durin est un écrivain. Nous l'avions déjà reçu pour son ouvrage « Ce sang qui nous lie » autour du thème de la disparition du patriarcat dans notre société au profit d'un matriarcat et de beaucoup de changements finalement implicites au sein de notre société. Il est également le fondateur des maisons d'édition Le Verbe Haut. Alors, j'aime assez appuyer mon soutien aux maisons d'édition qui publient des livres qui finalement arrivent à être plus ou moins à contre-courant du politiquement correct. Et je rends vraiment honneur à ces personnes qui gèrent des maisons d'édition, car je sais que c'est difficile. Ça fait partie d'un artisanat bien français et qui laisse libre cours à des auteurs qui sinon n'auraient jamais pu être publiés. Et c'est le cas de mon premier invité, Antoine Bonnet, qui a écrit un livre, un roman, qui s'appelle Fiston, aux éditions du Verbe Haut. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de Radio Courtoisie. Je vous incite vraiment à cette lecture de ce roman, Fiston, aux éditions du Verbe Haut, d'Antoine Bonnet, qui aborde aussi, sous un thème, vous allez voir, sous un éclairage un peu différent, le rôle du père d'une façon particulière. Alors, j'ai toujours une page d'actualité dans mon livre journal de la liberté de penser. N'hésitez pas à réagir à tout ça. Et aujourd'hui, j'ai souhaité, au milieu d'émission, comme d'habitude, parler de la proposition de loi Avia qui passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui, 13 mai 2020. Et je vais en parler de cette loi avec Sabine de Villerocher, qui est chroniqueuse, journaliste à Boulevard Voltaire, avocate de formation, et qui nous présentera cette loi Avia qui est destinée, alors je vais citer, à retirer certains contenus haineux sous 24 heures, pas moins, des réseaux sociaux et des plateformes collaboratives et des moteurs de recherche. En fait, cette loi Avia, du nom des députés qui la porte, n'est rien d'autre qu'un projet de loi qui vise à censurer notre liberté d'expression, thème cher à Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir. Sabine de Villerocher évoquera également avec nous les différentes plaintes qui ont été portées contre les ministres du gouvernement durant cet épisode désastreux du Covid-19, notamment d'Agnès Buzyn, et la responsabilité politique, en tout cas, que peuvent avoir les différents ministres, notamment devant la Cour de justice de la République. Donc, beaucoup de thèmes abordés. J'attends vos réactions et on essaiera d'y répondre en direct sur l'antenne. Sachez que je les reçois, qu'elles sont transmises par la technique et je peux poser vos questions. Donc, mon premier invité, Antoine Bonnet. Antoine, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour, merci de l'invitation. Je vous en prie, Antoine, il faut savoir, j'aime bien planter le décor, que vous êtes dans le sud de la France. C'est ça, sur la Côte d'Azur. Voilà, sur la Côte d'Azur. Alors, Antoine, je rappelais que vous étiez un écrivain et que vous avez écrit un livre qui s'appelle Fiston, aux éditions du Verbe Haut, qui est un livre relativement court, de 125 pages, qui se lit très bien d'une traite, et qui est l'histoire de Charles Prochin, qui est un peu un homme usé et un peu désabusé par la vie. J'ai trouvé que vous aviez une écriture, je vous l'ai dit, quand on a préparé cette émission, à la Audiard, pour donner un peu le ton à nos auditeurs de Radio Courtoisie qui écoutent. Ça claque, c'est vif, incisif aussi. Et sans dévoiler l'histoire de ce roman, votre héros, vous, c'est quelqu'un qui est un peu désabusé et qui s'adresse à son fils du début à la fin du livre. J'ai envie de dire, vous êtes un jeune homme, vous avez moins de 30 ans. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, a poussé un jeune homme à écrire un livre, finalement, très mature, dont le héros est quelqu'un qui est assez noir et où ne perce pas beaucoup l'espérance sur la vie, en fait, qui est un peu désabusé? Eh bien, en fait,
c'est avant tout, à la base, c'était comme un espèce d'hommage à certains personnages, que ce soit un personnage célinien ou de certains romans de Léon Bloy comme qu'un marche noir dans Le Désespéré, et aussi dans le film c'est un peu une référence au film de Gaspard Noé et Seul contre tous. Et en fait, j'avais cette idée en tête du gars un peu qui broie du noir, qui est un peu qui se retrouve vraiment contre la société entière, il rejette tout en bloc. Et j'ai toujours eu cette idée en tête, et après, petit à petit, j'ai créé une histoire autour de ça. Et en fait, l'histoire est venue comme ça au fil de l'inspiration. Et voilà, à la base, ce qui était juste l'histoire on va dire, d'un gros rageux qui critique un peu tout, c'est devenu un peu quelque chose qu'on peut retrouver chez les gens qu'on croise. Enfin, je pense des gens comme ça, un peu désabusés, il y en a pas mal. Et notamment, voilà, c'est ce qui arrive quand on est dans une société où voilà, il n'y a plus de famille, il n'y a plus l'amitié, ça n'existe plus, les valeurs non plus, et c'est un peu chacun pour soi, quoi. Et aussi une société sans Dieu, tout simplement, où il y a plus d'espoir de rédemption, quoi. Et du coup, les gens se retrouvent à finir leur vie. On voit de plus en plus dans tout ce qui est fait divers et tout, la vie des gens finit souvent assez mal, quoi. Alors, sans dévoiler l'histoire de votre... Technique nous a fait perdre Anne-Sophie qui est au téléphone. Anne-Sophie, rebonjour. Oui, pardon, j'ai été aussi perdu Antoine Bonnet, pardon. Vous êtes loin, je l'avais dit, vous êtes dans le sud. Donc, pardon pour ce souci technique. On fait tous de chez nous en confinement cette émission, je le rappelle à nos auditeurs. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous en profitez grâce à votre héros pour balayer pas mal de thèmes de société, notamment dans les lettres que son frère lui a laissées. J'en ai une là sous les yeux pour donner un peu le ton à nos amis auditeurs sur le mariage blanc. Alors je vais vous citer ces fervents défenseurs de la laïcité, point d'exclamation. Donc là déjà on retrouve le ton. En ce moment ils sont aux anges, faute au gros titre des journaux de la semaine. Ainsi Marianne a demandé la main à la fille aînée de l'Église qui ne semble plus avoir la force de dire non du haut de son héritage lézardé et poussiéreux. Selon certains, c'est même sa seule et dernière chance de survie. Aujourd'hui, tous semblent l'avoir oublié. Mais le christianisme a bercé la France depuis Clovis, et que l'on le veuille ou non, il fait partie de notre histoire aux côtés de Cameron et du Pinard. La fille aînée de l'Église pourra être mariée de force à Dame Laïcité, mais pour le peuple, elle restera toujours Notre-Dame. Car ne l'oublions pas, Jésus, roi des Juifs et fils de Dieu, est avant tout le Seigneur des pauvres. C'est profond, ce sont des thèmes qui sont finalement abordés comme ça sous forme de lettres. C'est ça que votre héros a reçu de son frère. Oui, c'est ça. En fait, j'avais écrit des petits textes comme ça de 2-3 pages il y a quelques années. Je savais pas trop quoi en faire, et je me suis dit que c'était marrant de créer un autre personnage qui était donc le frère de Charles Prochin, qui est un peu, qu'on voit pas trop dans l'histoire, mais qui a laissé ses textes, et le personnage, au fur et à mesure de ses pérégrinations, les lit quand il a 5 minutes, et ça rajoute une autre réflexion. Et j'en ai profité pour aborder... je me suis amusé dans ce livre à aborder un peu tous les sujets tabous, tous les sujets qui fâchent, que ça soit l'immigration, le mariage gay, la République. Concernant le mariage gay, à un moment donné, donc votre héros, vous en profitez, il est pris en stop par quelqu'un qui va vite revendiquer son appartenance... alors, je ne sais pas si c'est LGBT, mais en tout cas son homosexualité, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, et sans prendre position, votre héros arrive à lui faire passer quand même des messages qui sont assez forts. Hein. C'est ça. En fait, pour moi, ce personnage, c'était aussi faire la distinction entre l'homosexuel et le gay, qui pour moi sont deux choses différentes. Moi, j'ai des amis qui sont homosexuels, et ils sont pas du tout revendicatifs de ce genre de mariage, de l'adoption, tout ça. Enfin, ils s'en fichent, ils veulent juste vivre leur vie tranquille dans leur coin. Mais en fait, maintenant, ce qui est mis au pinacle, c'est le gay ou les LGBT, c'est-à-dire les gens qui revendiquent. À un moment, j'appelle ça les identitaires du 7e ciel. C'est un peu les gens qui revendiquent leur sexualité comme si c'était un
je sais pas, comme si on se disait de droite ou de gauche, comme si c'était quelque chose d'important dans leur, c'était quelque chose de central dans leur vie. Et du coup, je m'amusais un peu avec ce personnage un peu gay progressiste qui lui-même ne connaît pas d'où vient par exemple la Gay Pride avec les émeutes de Stonewall à New York en 69, toutes ces choses-là qui sont même là pour le mariage gay et la Gay Pride, en fait c'est très américanisé, on va dire d'une certaine manière, parce que c'est quelque chose qui vient des pays anglo-saxons où en gros l'homosexualité était beaucoup plus mal vue en France, où chez nous chacun fait sa vie tranquille et on nous fout la paix. Et que du coup, voilà, c'est venu de pays où vraiment il fallait revendiquer. Et encore dans les années 60, on tabassait les homosexuels dans la rue juste parce que il est homosexuel, alors qu'en France, on s'en fichait, quoi. Mais du coup, il y a une américanisation aussi de la France, même dans les combats sociétaux, quoi. C'est un vrai Gaulois, j'ai envie de dire, hein, votre héros. Oui, c'est ça. Je me suis amusé à un peu tirer le trait du Gaulois. En fait, c'est un peu le Gaulois, peut-être un peu païen, qui manque Dieu, mais qui a un peu ce côté, voilà, qui critique un peu tout et qui aime pas qu'on lui dise quoi faire. Et c'est un peu le gars à qui on la fait pas, on va dire, pour prendre une expression. Alors, je vais reprendre aussi pour nos auditeurs de Radio Courtoisie et du Libre Journal de la liberté de penser et l'idée du ton de votre écriture que moi j'ai beaucoup aimé et j'aimerais partager avec vous. Alors, pardon si je dis des gros mots, hein, j'avais dit que c'était du Audiard, hein, donc un peu Céline aussi, non? Je trouve que vous êtes un peu inspiré de Céline. Oui, beaucoup, ouais. Donc, alors votre personnage, en tout cas, je ne sais pas si c'est votre cas, mais est revenu de la politique. On peut dire qu'il porte tous ses espoirs ne sont pas dans les hommes politiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, donc, je vous cite donc un foutu tract politique de la réclame dégoulinante de Moraline, la pire de toutes, celle des roses et de leur cortège sans fin de sociotraîtres. Ah, les socialistes, roses au poing et force au cul. Flamby premier, Flamby dernier. Il nous a bien, alors là, je ne vais pas le dire parce que c'est un gros mot, nous les édentés. On a bouffé du progressisme pendant 5 ans, gavés comme des oies qu'on a été, et gare à qui se gratter l'épaule de la mauvaise manière. Notre chef Premier ministre, le Catalan, on verra qui vous visez, grand défenseur de la laïcité, éternellement attaché à qui on sait, avait la détente facile. Il adorait dégainer son progressisme calibre 49.3 pour faire passer des lois. Là, je vous passe. Et on arrive à arriver de nulle part. C'est ainsi que Jupiter 2.0, donc on l'aura reconnu, a posé ses fesses d'albâtre sur le trône de la succursale du pouvoir mondialiste, la plus importante de l'Europe. Cette palette si variée de paysages et de spécialités régionales qu'on nommait autrefois la fille aînée de l'Église. Manque de chance, le mouvement En Branle a derrière lui le même argent, les mêmes éminences grises et la même idéologie que ceux d'avant. Ça vous a beaucoup inspiré, ça, ce remplacement de nos élites politiques par des élites qui finalement prônent toujours les mêmes mouvements mondialistes? Oui, c'est ça. En fait, moi, comme je suis jeune entre guillemets, j'ai 27 ans, donc j'ai pas trop connu comme certains ce qu'on appelle l'alternance unique gauche-droite qui change rien. Et du coup, j'ai tout de suite pas été dupe sur le côté. L'argument un peu nouveau Macron est ni de gauche ni de droite, alors il est forcément mieux. Bon, oui, c'est intéressant. Ouais. Voilà, c'est la technique du capitalisme. On a des nouveaux iPhones, donc ils sont forcément mieux que les anciens. On a une nouvelle télé, elle est forcément mieux que l'ancienne. Donc là, je crois qu'on appelle ça l'argumentum ad novitatem. C'est nouveau, donc c'est forcément bien. Sauf que, en fait, quand on creuse, c'est exactement pareil. Il suffit de voir ces élites par qui elles ont été cooptées, voir que c'est blanc bonnet blanc, et voilà, ce qui compte, c'est les éminences grises, c'est pas les pantins qui sont là pour se faire guillotiner si jamais ça tourne mal, quoi. Alors, on va revenir au thème également de la famille, parce que finalement, à travers tout ça, on découvre que votre personnage est assez seul. Il est divorcé ou séparé, on ne sait pas s'il a été marié. Il n'a pas vécu une belle fin, en tout cas, avec qu'il est allé derrière les barreaux, hein, c'est ça? C'est ça. Et il est seul de famille. Son frère est parti. Je viens de lire une lettre que son frère lui a écrit. Vous pensez, vous, rattacher votre roman au thème à la fois de la disparition de la cellule familiale traditionnelle, mais aussi de la place de l'homme et du père, en fait, dans notre société?
Oui, en fait, comme je l'avais dit à l'époque quand j'avais discuté avec Sylvain Durin, c'était pas du tout fait exprès à la base, mais bon, on va dire que ça tombe bien. En fait, j'ai voulu vraiment montrer la solitude, on va dire, de l'homme blanc moyen qui fait un boulot comme ça un peu manuel, qui assez rapidement peut se retrouver vraiment seul au monde parce que, en gros, c'est pas quelqu'un qui fait partie du progressisme, on va dire, qui est pas dans l'air du temps, pour parler simplement. Et du coup, il y a vraiment cette histoire en fait, la seule chose qui restait, qui n'avait pas encore été détruite, je pense, dans la génération de mon enfance, dans les années 80-90, c'était la cellule familiale traditionnelle qui, même sans Dieu, arrivait quand même à survivre. Et maintenant, là, c'est complètement détruit. Et on voit que c'est vraiment, il y a plus rien et c'est chacun pour soi, quoi. Et même aussi la place aussi de l'homme, c'est intéressant parce que vous faites partie des jeunes générations, mais votre héros, en tout cas, sa propre femme, il la porte pas dans son cœur, dans le sens où, sans dévoiler le livre, à un moment donné, elle lui apprend qu'elle est enceinte et ça va être sa décision de garder ou pas l'enfant. Et il en est complètement exclu et c'est ce qui le fait beaucoup souffrir en fait dans le livre. Oui, c'est ça. En fait, j'ai voulu faire un peu un hommage à tous les petits gars de ma génération qui se sont retrouvés un peu dans ces situations. Et en fait, on parle souvent du gars qui est en couple avec une fille, la fille tombe enceinte et lui assume pas ses responsabilités et s'enfuit. Donc je suis d'accord que ça c'est quelque chose de très immoral, mais on parle jamais de l'autre versant de la médaille qui peut arriver aussi, où des fois ça peut arriver que, je sais pas moi, un homme veuille avoir son mot à dire et on l'écoute jamais. Et du coup, en fait, c'était aussi une manière de parler de l'idéologie de Mon corps, mon choix. Parce que dans Mon corps, mon choix, on parle pas du fait qu'on a un être humain dans le ventre qui, quand même, a le droit. En gros, on décide à sa place. Et aussi, en gros, on prend pas en compte la vie de l'homme, quoi. Et la vie des hommes, c'est pas forcément tout le temps, il faut avorter, machin, truc. C'est plus complexe que ça. Et du coup, dans cette décision où il y a trois personnes, on va dire, il y en a qu'une qui est écoutée. Et au final, c'est même pas forcément positif, je pense, sur le long terme, de juste dire ça, parce que en fait, on a l'impression dans les plannings familiaux et tout que l'avortement c'est rien, ça sert à rien de garder un enfant, tout ça. Et moi, je connais des filles de ma génération qui l'ont fait et qui regrettent et qui sont sous antidépresseurs parce que sur le coup on leur a dit c'était rien et maintenant ça les a profondément marquées. Et en fait, on est en train de faire d'une exception une règle. Et maintenant, c'est même plus la peine de prendre la pilule, préservatif non plus. Au pire, on avorte et puis voilà, quoi. Donc, je voulais un peu aborder ce thème-là de manière détournée. Surtout que, alors après, on voit bien d'ailleurs votre héros, il a une espèce de descente aux enfers. Il est un peu violent quand sa conjointe lui annonce qu'elle attend un enfant. Et du coup, il se retrouve devant la justice. Et vous le dites, alors je retrouve plus l'expression, vous allez peut-être me la donner, devant une magistrat qui n'avait que le terme mon corps m'appartient comme argument. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est un peu le mantra de ce que j'appelle Sainte Simone, Simone Veil. De Sainte Simone, voilà, exactement. C'est un peu... en fait, l'idéologie est rentrée par la porte et par la fenêtre dans notre pays et aussi à tous les niveaux. Mais il y a des choses pour lesquelles c'est plus grave. Et le problème, c'est qu'il y a certains... On voit dans tout ce qui est divorce, machin, il y a vraiment pas une égalité entre les hommes et les femmes au niveau de la justice. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de magistrats qui sont des femmes. Et souvent, malheureusement, c'est du syndicat de la magistrature, on va dire des magistrats qui sont très dans cette idéologie. Et du coup, en fait, on casse la logique de la justice qui, normalement, est quelque chose de très cartésien pour en faire une espèce d'idéologie et récompenser les progressistes et, en gros, briser les reins des méchants
des méchants rétrogrades. Enfin voilà, là ça pourrait être ce thème-là, mais ça peut être d'autres choses aussi. Hein. On sait très bien que si quelqu'un est plutôt de droite, de gauche ou de centre, il va pas avoir la même condamnation. Oui, c'est évident et c'est assez bien écrit, donc j'encourage vraiment les auditeurs. Il va y avoir les références de votre livre qui s'appelle Fiston aux éditions du Verbe Haut, à parcourir, à lire ce roman qui est assez incisif. À un moment donné, d'ailleurs, et je vais finir en vous citant, l'auteur s'adresse à son fils et il lui dit « C'est ce système qui te tue, fiston, rien d'autre. Il te fait couler et quand tu n'as plus aucun espoir, plus aucun rêve, plus aucun but, il vient à toi en furetant comme une anguille sort de son récif de corail. Pour ton espoir, il te donne un SMIC. Pour tes rêves, il te donne des somnifères. Et comme but, tu auras la consommation. » Il n'y a pas Dieu là-dedans. Votre auteur n'en parle pas. Il n'a plus d'espoir, donc il ne croit plus en Dieu. C'est ça. Bah justement, en fait, c'est un peu l'histoire de qui est un peu qui croit plus en Dieu ou qui a aussi, c'était une manière de parler de la transmission. Moi, je vois entre ma génération et celle de mon père, celle de mon grand-père, il y a vraiment une cassure où la foi n'a pas été transmise, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. On n'a même pas éveillé à la foi. C'est ça. Et même moi, il y a plein de familles où les parents avaient vraiment la foi et tout. Ils n'ont pas su transmettre ça de manière, je sais pas, passionnée et montrer les valeurs et tout. C'est genre, bon, bah, tu vas aller au catéchisme et puis voilà. Ouais, ou tu vas pas, ou tu choisiras plus tard et tu seras baptisé plus tard si tu en as envie. Oui, c'est ça. Et ça. Moi, j'ai plein d'amis à moi. Moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse en particulier, mais j'ai eu plein d'amis à moi qui en ont eu une. Et voilà, passer le catéchisme, ils n'ont rien fait, ils ont vite oublié ce qu'ils avaient appris. Donc il y a aussi les parents, mais bon, il y a aussi l'Église qui maintenant, voilà, avec le modernisme, voilà, si on va à une messe pour entendre que, en fait, toutes les religions se valent, ça sert à quoi d'aller à l'Église, quoi? Autant aller à la mosquée ou à la synagogue, quoi. Il y a aussi ce côté. Des fois, j'ai l'impression, en discutant avec certains prêtres, que même certains prêtres, ils croient plus en Dieu. Enfin, c'est vraiment bizarre, quoi. Et du coup, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant votre témoignage. En tout cas, ça met la lumière, et c'est ce que je voulais vraiment faire passer aujourd'hui sur des mots de notre société actuelle. Le mot transmission va revenir beaucoup dans l'émission. Il est fondamental quant à l'éducation religieuse, notamment, mais transmettre. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne transmettons pas assez aux jeunes générations, à nos enfants, aux jeunes générations. Et votre livre vraiment met en avant, et c'est extraordinaire que vous l'ayez écrit tout au début comme ça de votre carrière d'écrivain, parce qu'il est profond, il est extrêmement bien écrit et il met en lumière un sens critique qu'on n'avait pas habitué à retrouver chez les jeunes de votre génération. Très bien, voilà. Eh bien, merci. Mais je vous en prie, on va accueillir Sylvain Durin qui vous a édité. Alors, il y aura des signatures. Alors, évidemment, avec le confinement, tout ça a été reporté peut-être même en septembre. Mais vous retrouverez en tout cas, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, les coordonnées de ce livre que je vous incite vivement à vous procurer. Merci beaucoup, Antoine Bonnet. Je vous rends au soleil de la Côte d'Azur. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. Et on va appeler Sylvain Durin. Merci à vous. Libre journal de la liberté de pensée dirigé par Anne-Sophie Angre-Boyeldieu que nous avons au téléphone. Anne-Sophie. Oui, merci à vous. Alors, on reprend le thème de l'émission. Donc, merci. Vous êtes sur Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté de pensée, où nous avons comme thème le confinement a-t-il remis la famille au centre de nos vies? Et nous avons entendu Antoine Bonnet pour son livre Fiston, les éditions du Verbe Haut. Nous avons en direct avec nous Sylvain Durin, en voyage à travers toute la France. Je pense qu'on va abandonner la Côte d'Azur pour partir à l'est de la France. C'est ça, Sylvain? C'est exactement ça. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux auditeurs. On essaie de faire des acrobaties entre tous nos invités pour que ce soit le plus cohérent possible. Donc vous, Sylvain, vous êtes, on l'a dit en introduction, écrivain, réalisateur, et vous êtes aussi le fondateur de la maison d'édition du Verbe Haut, qui a notamment publié le livre dont on vient de parler d'Antoine Bonnet, Fiston. Juste pour finir là-dessus, qu'est-ce qui vous a vous incité à éditer ce livre? Écoutez, c'est très simple. En fait, on reçoit beaucoup de manuscrits, de romans, d'essais, etc.
Et notre petit comité de lecture a lu le livre d'Antoine assez rapidement et tout le monde a été très agréablement surpris par le style. Oui. On vous en avait parlé tout à l'heure, mais c'est très Audiard, c'est très Céline, donc moi qui ai écrit un livre sur Audiard, ça m'a parlé tout de suite. Oui. Et je trouve qu'Antoine a réussi à faire en roman ce que j'ai essayé d'expliquer en essai, en fait. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il montre la déliquescence de la figure paternelle à travers son personnage de Charles Prochin dans un roman. Et c'est ce que j'ai essayé, moi, de faire dans un essai qui était plus théorique, et lui a réussi à le faire. Vous parlez du sang qui nous lie, c'est ça? Ce sang qui nous lie? Ce sang qui nous lie, ce sang qui nous lie, oui, c'est exactement. Ouais. Là, ce qu'Antoine Bonnet a réussi à faire, c'est à montrer aussi avec beaucoup d'humour, parce que vous n'en avez pas trop parlé, je trouve, au début. C'est que oui, c'est un peu rude parfois, mais c'est aussi très drôle. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce style, donc on a vite décidé de l'éditer. Voilà, alors à tous nos auditeurs qui aiment Audiard, Céline, le style un peu incisif, mais c'est vrai peut-être que j'ai pas assez insisté là-dessus, même si le personnage central, le pauvre est un peu revenu de tout et désabusé, il y a beaucoup d'humour et c'est justement ce qui fait mieux passer les thèmes qu'il aborde. Et c'est très intéressant de voir que des jeunes gens qui n'ont même pas 30 ans et qui ont été élevés vraiment dans une société où il y a peu de sens critique, arrivent justement à se sortir aussi de toute cette pré-pensée et de tout ce politiquement correct pour avoir un recul dessus. Et c'est, à mon avis, c'est plein d'espoir, en tous les cas, plein d'espoir pour la génération qui vient. Exactement, et on se rend compte que toute cette génération des hommes et des femmes de 20 ans qui sont un peu sortis, entre guillemets, du système, ils l'ont fait grâce à Internet, et là, ça te fait la transition avec la suite. C'est que sur Internet, il y avait quand même une transmission qui n'était plus faite par les familles. Elle a été faite par certaines personnes grâce à ce qu'on pouvait voir comme vidéo ou trouver comme livre sur Internet. Mmh. Et ça a peut-être sauvé la génération actuelle. Exactement. Alors, ça l'a sauvé jusqu'à ce que nos adversaires, entre guillemets, s'aperçoivent de cette espèce de sas de liberté d'expression qu'on a à travers les réseaux sociaux. Je pense que c'est important de le dire. Moi, à mon époque, c'est vrai que la télé avait une place nettement plus importante. La grande messe du JT de 20h conditionnait notre façon de penser. Aujourd'hui, on a plein de réseaux sociaux, plein de moyens de communiquer différents et d'avoir d'autres sources d'informations. Et vous faites bien la transition, Sylvain. Merci Sylvain Durin, on vous retrouve juste après parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs interlocuteurs. Je suis désolée, mais écoutez-nous, on revient vers vous ensuite.